Bonjour tout le monde. Donc, après cette visite touristique très belle, on revient À la réalité. à la réalité. Et je recentre mon sujet autour du sujet qui nous réunit, perspective de développement de l'agriculture oasienne, technologie et innovation. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu depuis ces quelques webinaires et ces quelques documents? Le son. On n'entend plus. Le son, il n'y a pas de son. Oui, le son. Le son, oui, je suis à côté, mais le son, il n'y a aucun problème. On n'entend pas. Non, ils entendent. Vous n'entendez pas là? Là, on entend là. Non, moi, j'entends très bien. On entend. Moi, j'entends. Les retardataires entendent. Alors, très bien. Non. Donc, je vais dire certaines évidences pour certains d'entre vous, mais je pense qu'il est nécessaire de les rappeler. La première évidence, c'est que l'approche développement des sahariennes ne peut en aucun cas être uniforme. Non, je vais mettre, je vais le partager l'écran. Oui, donc on va partager l'écran, comme ça, tout le monde va profiter de votre recommandation. Voilà, c'est bon. Donc, je disais que l'approche ne peut en aucun cas être uniforme. Elle n'a aucune chance de réussir si elle n'est pas pratique, pragmatique, intégrant les spécificités de chaque territoire, et respectueuse des ressources naturelles et des expériences, des pratiques ancestrales auxquelles il faudra adjoindre les connaissances, les techniques et les technologies d'aujourd'hui pour lui permettre d'atteindre une certaine efficience économique. C'est pour cet objectif que les démarches ne peuvent être que de proximité et les outils d'encadrement aussi. Aujourd'hui, on a entendu des cris d'alarme et d'appel au secours, mais aussi des propositions d'action. Le système oasien est en danger d'extinction. Les oasis recensées en 2011 s'étendent sur moins de 60 000 hectares. C'est dire l'insignifiance de cette superficie, alors qu'elle constitue l'une des caractéristiques ancestrales de la vie au milieu saharien. On assiste à l'agression de beaucoup d'entre elles par une urbanisation incontrôlée au détriment des terres fertiles qui ont nécessité des centaines d'années pour se constituer. La perte des terres des oasis va de pair avec la perte de la vie et de la culture oasienne. J'ajoute quelque chose ici en vous donnant d'autres chiffres. De la PFA, l'accession à la propriété foncière agricole décidée en 1983. Les chiffres que je vais vous donner, ce sont les chiffres arrêtés à la fin 2011. Les terres qui avaient été attribuées étaient 570 000 hectares pour à peu près 90 000 bénéficiaires. Réellement mis en culture sur les 570 000 hectares, uniquement 210 000 hectares ont été mis en culture pour 35 000 bénéficiaires. C'est dire tous les processus de mise en culture et des difficultés qu'il y a. Donc, au Sahara, à fin 2011, on avait les 60 000 hectares d'oasis qui restaient et les 210 000 hectares nouvellement mis en culture. Voici ce dont on disposait. Je ne pense pas qu'il y ait eu un grand changement depuis cette date-là. Il y a eu bien sûr l'attribution de parcelles autour des oasis pour la mise en culture dans le cadre du programme de concession autour de 10 hectares pour des populations locales. Quelques autres attributions plus grandes ont eu également lieu
je pense qu'il faudra faire le point exactement. Donc, alors que le système oasien est un exemple sans pareil pour la durabilité de l'utilisation rationnelle des ressources, mais aussi de l'organisation des partages équitables, des interactions et des complémentarités entre les différentes cultures et des filières, mais aussi des entraides entre les populations qui y vivent. Et donc, cet exemple de durabilité est en danger. C'est pour ça que j'ai compris de toutes les interventions que la préservation des oasis et de la vie oasienne et de sa culture doit être considérée comme une œuvre d'intérêt général, car elle permet d'envisager à terme une planification rationnelle des activités. Tu m'as trouvé. C'est bon. Pour une nouvelle économie, quand il est naturellement adapté aux conditions humaines. Je rappelle ici aussi que pour toute opération de mise en valeur, parce que là aussi il y a un débat souvent ardu, la terraformation, la formation de terre, c'est-à-dire de l'humus, ça veut dire de l'extension des terres fertiles, est la clé de la reconquête du sol. D'autres disent que la terre au Sahara n'est qu'un support et qu'on apporte les éléments nécessaires pour une production. C'est vrai que ça peut donner des résultats, mais c'est des résultats à court terme. Ça met en même temps en danger toutes ces terres. Donc, si on s'inscrit dans la durabilité, il faut reprendre les techniques d'avant et qui respectent la création de terres fertiles. Le danger d'extinction en même temps de l'oasis en tant que mode de vie, il y a également un danger d'extinction de la plante ancestrale de l'oasis que représente le palmier, et qui est dû aussi à une vision très restrictive et super spécialisée de son utilité. On ne cite le palmier que sous le nom de palmier dattier, et il n'est noble que s'il produit la décrète nord, mettant son utilité généralisée et son existence en péril à la moindre crise de marché de la décrète nord, occultant toutes les autres variétés en nombre de plus d'un millier, mais pas seulement. Dans une oasis, le palmier constitue l'arbre protecteur des autres cultures, organisé en étages, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. En raison de sa versatilité, il structure les exploitations oasiennes et de ce fait toute l'oasis. Grâce aux connaissances d'aujourd'hui, les spécialistes parlent de plus en plus de filières industrielles phénicicoles, pouvant jouer un rôle structurant des territoires sahariens et pré-sahariens et de croissance économique internalisée. Là aussi, on a entendu tout à l'heure un modèle. On a eu droit à la présentation dans ce sens de modèles économiques de développement phénicicole qui, appliqués dans notre cas, peuvent non seulement donner un sens à l'extension des superficies. Il y a quelques années, quand on avait aidé les gens à planter plus de palmiers, ça a marché jusqu'à un certain moment et ensuite ça s'est arrêté parce que les gens ne voyaient pas l'intérêt de cette extension, surtout en dehors des zones où il n'y avait que de la développement. Donc, il faut redonner un sens à l'extension des superficies. Les palmeraies jouent un rôle dans la lutte contre la désertification, au reverdissement du Sahara, mais aussi aux améliorations des revenus des agriculteurs, à la modernisation des pratiques culturelles, à l'activation et à la création de nouveaux métiers, sachant que le palmier ne produit pas uniquement des dattes, mais beaucoup de sous-produits pour l'alimentation humaine et animale, pour les industries énergétiques et pharmaceutiques, et bien d'autres encore qui peuvent être envisagés sous l'angle d'une modernité industrielle. De ce qui précède, il est recommandé, bien sûr, une mobilisation pour la préservation, la protection et le développement des oasis existantes, en introduisant les nouvelles techniques et technologies adaptées, aujourd'hui disponibles, en priorisant chaque fois que c'est possible, pour
l'émergence de nouvelles oasis et ou pour la mise en valeur de nouvelles terres, les territoires, au niveau des territoires péri-oasiens, dans le respect des recommandations du plan des programmes de développement des zones sahariennes, tout à l'heure rappelé par M. Bouchentou, je le tranquillise, ce qui a été dit dans ce plan n'a pas été oublié totalement. Quand je dis tout à l'heure, autour des péri-oasis, dans des exploitations de 30 à 50 hectares, on a même donné des concessions de 10 hectares pour les populations de terrain, ça s'inscrit dans ce sens-là, et dans ce respect de ce qui avait été dit déjà dans les années 80, qui a été repris dans les années 90, le programme dont vous parliez tout à l'heure, et qui a été recentré en 2012 pour la constitution d'exploitations agricoles maîtrisables et écologiques, faisant appel aux populations locales formées. Une nouvelle approche des pratiques culturelles où les sols deviennent un capital à fructifier et non plus un support de production, que je disais tout à l'heure. Des coplantations étagères systématisées, car le caractère androgyne du palmier dattier permet d'envisager tout à la fois une culture extensive en même temps qu'une culture intensive en un seul espace. De ce point de vue, il est important de développer aussi bien des connaissances liées à la sylviculture, agroforesterie et à l'agroécologie comme approche synthétique d'une phéniciculture dont la profondeur de l'activité culturelle est unique. Des logiques de mise en œuvre industrielle s'appuyant sur les surplus que dégage la filière. Une organisation de la filière en intégration verticale pour ce qui concerne ces marchés traditionnels de bouche, de consommation, mais aussi en filière transsectorielle pour ce qui concerne au moins 4 grands domaines, la production de bioéthanol, ce que nous avons entendu tout à l'heure, de sucre, d'aliments de bétail et de papier emballage. Seulement, il faut prioriser cette perspective stratégique nouvelle dans un esprit de renforcement du potentiel oasien existant. Une orientation de la recherche et développement en direction des besoins immédiats de la phéniciculture, telle que pratiquée maintenant avec une meilleure définition de sa mécanisation. La mise en œuvre suivant des modalités à définir d'une organisation socio-professionnelle spécifique des phéniciculteurs afin de constituer un levier social puissant de la modernisation économique que nous espérons tous, sachant qu'il y a un conseil interprofessionnel de la phéniciculture, mais il est tourné surtout autour de la date du premier de la développement. Peut-être il faudrait que ces missions soient renforcées ou revues et étendues. Reprendre en le renforçant du programme de renforcement des capacités humaines et techniques, ce qu'on appelle le PHA, en l'accent en priorité sur la formation de l'agroécologie, en y introduisant et généralisant les nouvelles pratiques pour un développement durable, puisque un des nerfs de la guerre est la formation des agriculteurs et des éleveurs. Elle devra être partie prenante de la culture de la société. Pour l'aspect agricole, il s'agira avant tout d'une formation sur le terrain, axée sur l'observation de la faune, de la flore et du sol. La formation en agroécologie est ancrée dans un savoir, une faculté de jugement, une qualité d'observation qui s'acquiert par les stages et les années de pratique, mais qui sont surtout encore des constitutions de la culture oasienne qu'il ne faut pas perdre. À l'opposé de la monoculture et de la spécialisation, l'agroécologie enseigne la diversité et l'interrelation, au-delà de l'aspect purement agricole. Donc, un grand appel est fait aux universités, aux spécialistes, surtout les universités des zones sahariennes et zones stépées, pour justement accompagner ce mouvement. Il y a eu des débuts de structuration qu'il faudrait reprendre. Il y a eu également un appel pour que les institutions qui encadrent le Sahara, l'agronomie saharienne, c'est-à-dire le CEDAS, c'est-à-dire l'ITEDAS, c'est-à-dire le CNRZDAS, c'est-à-dire toutes les unités de formation qui existent et qui, parfois, il y a des personnes, des trésors qui sont cachés, qui ne sont pas mis en valeur et qui ne sont pas utilisés.
il faudrait que cet encadrement soit renforcé, utilisé, et l'appel s'adresse surtout à tous les sachants et à tous les intéressés par le développement d'abord des oasis, bien sûr, mais de notre cher Sahara dans toutes ses composantes et dans toutes les perspectives que ça peut donner. Merci, c'est ce que j'ai retenu de toutes les discussions qu'on a eues depuis un certain moment sur ces sujets, et ce sont certaines recommandations. Vous voyez et vous notez que ça tourne beaucoup autour d'abord des connaissances, de le rassemblement des connaissances et du développement humain. Merci.